Ok, bah c'est super, c'est super. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, on a déjà fait les présentations de politesse avant l'enregistrement, donc c'est pour ça que personne ne répond. Vas-y, balance tes questions. Ok, donc il y aura normalement, comme on l'a dit, il y aura ce soir et normalement la semaine prochaine. Je préviendrai notre SPC adoré, Arnaud, pour il confirme tout ça, hein, qu'il vous confirme tout ça. Très bien. Et on va essayer ce soir de faire quelques révisions. Donc, comme on l'a dit, on aura Dura, donc les bases des compendiums des thèmes, Lorik, la psychologie bouddhiste, et Tariq, la logique, puisque c'est ce qu'avait demandé Vénérable Geshe Dakpala, qu'on puisse voir la logique ensemble. On va juste effleurer quelques points et on essaiera peut-être la semaine prochaine de voir les types de raisons valides. On verra tout ça ensemble. Voilà. Si vous n'avez pas fui entre-temps. Ok. Mais il faut que je remette le truc. Ok. Alors, pour faire le partage. Ok. D'accord. Ah oui, c'est là. Ça, il faut que je le vise. Alors, ok. Comment j'arrive à refaire ça? Share. New share. Ok. C'est-à-dire qu'il ne se met pas sur le bon truc. D'accord, c'est bizarre. Ok. Alors, oui, ça y est, j'ai compris pourquoi. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, Ah, d'accord, j'étais en train de faire le partage d'écran, en train de bidouiller. Vous voyez que je suis une flèche en informatique. oui. oui, comme nous. Vous avez la preuve ce soir. Ok, très bien. On va faire un petit flashback pour essayer de redébattre sur certaines notions. On avait vu la définition de definiendum, vous vous souvenez? Il Oui, s'ensuit que tu connais la définition de definiendum. j'accepte. J'accepte, oui, très bien. OK. Et donc, le sujet, vous vous souvenez, phénomène imputé triplement qualifié. C'est ça qu'on avait vu. Littéralement, en tibétain, c'est taïeux chosun-sanwa. Ça veut dire existant imputé. Mais c'est interchangeable. Donc, il n'y a aucun souci par rapport au débat qu'on avait fait la dernière fois. Ça joue d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc, c'est juste par précision, pour essayer de bien traduire littéralement le tibétain. Ensuite, il s'ensuit que tu connais la définition de définition, ouais. J'accepte. J'accepte, très bien. Et donc, donne, Existence substantielle triplement qualifiée. oui, on avait dit donc phénomène substantiel triplement qualifié, et donc on peut interchanger phénomène et existant, ouais. Donc, existant substantiel triplement qualifié, ça joue aussi. Ouais, il y a Oui. des débattants qui ne sont pas très regardants par rapport aux définitions. Par exemple, une fois, j'avais débattu avec Gaën Pemba, qui connaît très bien toutes ces définitions diverses et variées. Et quand il me demandait une définition, il me disait, donne-moi n'importe laquelle. Et donc, il était prêt à débattre n'importe laquelle. C'était vraiment intéressant. OK. Et donc, ce qu'on avait vu la dernière fois, on avait vu combien de possibilités il y avait entre phénomène substantiel triplement qualifié et phénomène substantiel. Ouais. Et donc, c'est exactement le même débat si on débat entre existant substantiel triplement qualifié et existant substantiel. Ouais. Hmm, Ça joue pour tout le monde? Oui. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça voulait dire existence substantielle, vous vous souvenez? Ou phénomène substantiel? C'était qui a des caractéristiques et qui est impermanent. Voilà, on pourrait dire en effet qu'il y a un contexte dans lequel ça veut dire c'est impermanent, et il y a un autre contexte qui veut dire ça Non, non, apparaît sans dépendre d'autre chose. non. Oui. Ouais, c'est une autre façon de voir ce que veut dire substantiel. Ouais, Hmm, ouais, Ça n'est pas imputé. exactement. Par exemple, la montre apparaît sans dépendre d'autre chose. Par contre, le temps apparaît en dépendant aux autres choses. Ouais, hmm, ça parle à tout le monde? Oui. Oui. Wow, très bien. Et donc, on avait vu qu'il y avait quatre possibilités normalement entre phénomène substantiel triplement qualifié et phénomène substantiel. Ouais. OK. Un est différent. Pourquoi je reparle de ça? Ah oui, pour faire des révisions aussi. Pour faire des révisions. Ça, c'est très important parce que quand on étudie le Madhyamaka, ouais, quand on étudie l'école de Arya Nagarjuna, on emploie des raisonnements, ouais, des raisonnements pour découvrir la vacuité de la personne ou le non-soi de la personne en particulier. Ouais. Et donc, on emploie le raisonnement ni un ni différent. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre déjà
du point de vue Sotrantika qui est sur le raisonnement, ce que veut dire un et ce que veut dire différent. Ouais? Oui. Oui. Ok. Très bien. Donc, si je vous demande, quelle différence y a-t-il entre Bob et différent de Bob? Alors, je vais prendre des personnes au hasard. Je vais prendre Krasimira. Krasimira, il s'ensuit que tu connais la différence entre Bob et différent de Bob. Alors, on va avoir Bob, l'image de Bob dans le cercle rouge. Après, il va y avoir un autre bonhomme qui n'est pas Bob, Oui, mais je ne vois pas ce qu'il y aura dans l'intersection. d'accord. Donc, qu'est-ce qui pourrait être à la fois Bob et différent de Bob? Ouais, qui aurait une idée? Marie-Gabrielle, j'en suis sûr. Moi, rien du tout. Ok. Donc, ce serait contradictoire alors. Oui. Oui. Donc, si c'est différent de Bob, c'est nécessairement pas Bob. Ça veut dire que Bob avec un nounours n'est nécessairement pas Bob. Et oui. Parce que c'est différent de Oui, Bob. oui. Ah oui. A priori, oui. Si c'est Bob, Il y a c'est que pas, Bob c'est qui pas soit un différent avec de Bob. Bob. Il n'y a que Bob qui soit un avec Bob. Oui. Bob avec Mais un nounours, c'est Bob, pas un Bob avec avec Bob. un nounours, ça reste Bob. Mais avec Ah, Bob avec un nounours, c'est Bob. Vous C'est êtes Bob, d'accord? mais c'est pas un avec Bob. C'est Bob, mais c'est différent de Bob. Voilà. Bah oui. Vous êtes d'accord? Mais oui. Ouais. Oui. Donc, ça veut dire qu'on pourrait mettre Bob avec un nounours dans l'intersection. Parce que Bob avec un nounours, il s'ensuit que Bob avec un nounours est Bob. Non. Ah bon? Bob avec un nounours n'est pas Bob. Non, il y a que Bob qui soit un avec Bob. Alors, on n'est pas en train de demander est-ce que Bob avec un nounours est un avec Bob. On dit est-ce que Bob avec un nounours est Bob. Hmm. Oui, Ouais? Ah bah, dans ces cas-là, oui. Vous êtes d'accord? ça Est-ce peut que, être- est-ce que Dominique dans la cuisine est Dominique? Oui. J'accepte. Est-ce que Dominique dans le salon est Dominique? Oui. Ouais. Par contre, Dominique dans le salon n'est pas une avec Dominique. Voilà, c'est ça. Non, Ouais. Mais Dominique dans le salon est bien Dominique. D'accord. c'est une instance. Vous êtes d'accord? Exactement, Oui. c'est une instance. Donc, Bob avec un nounours, c'est une instance de Bob. D'accord. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Il est différent de Bob? Et Bob il est avec un différent de nounours? Bob. Exactement, Bob avec un nounours est différent de Bob. Pourquoi? Parce que c'est nécessairement pas un avec Bob. Bob avec un nounours. Bob avec un nounours n'est pas un avec Bob et il existe, donc il est différent de Bob. Ouais. Donc il est différent de Bob tout en étant Bob. Ouais. Oui. C'est ça qui est un peu bizarre. Oui, 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 mais c'est Ça Mais veut c'est dire que logique. c'est logique, oui. Par exemple, tasse rouge. Est-ce que tasse rouge est tasse? Oui. 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 Est-ce que tasse rouge est une avec tasse? Non. 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 Donc il s'ensuit que tasse rouge est différente de tasse. Oui. oui. Et Oui. tasse rouge est différente de tasse et tasse. Tasse rouge et tasse, oui. 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 Tasse rouge est différente de tasse. Donc on peut être différent de tasse tout en étant tasse. Différence Oui. et sémantique, en fait, c'est différence et sémantique, alors que ça, c'est plus une généralité, enfin plus. Oui. Ouais. C'est pas la même chose. Parce Oui. qu'on dit Bob, mais c'est pas un avec Bob. Ah oui, tout à fait. Un avec Bob est différent de Bob, c'est contradictoire. Ah oui, oui, mais c'est en effet pas l'énoncé de la question, hein. D'accord, d'accord. Ouais. Oui. Vous êtes d'accord? Hum, En effet, Dominique a tout à fait raison. Si on avait choisi de comparer un avec Bob et différent de Bob, ce serait quoi? Contradictoire. Contradictoire. Voilà, exactement, ce serait contradictoire. Oui, c'est ça. Un et différent sont contradictoires. Ouais. Alors, c'est trois possibilités. Alors, c'est trois possibilités. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas avoir quatre possibilités? On ne Si, pourrait pas avoir ni Bob ni différent de Bob. si. Tout ce qui n'est pas bon. Ouais, tout Ah, ce qui n'est pas peut-être, bon. oui, différent de Bob, oui. Différent de Bob, il faut que ce soit un inexistant. Ah bon? Ça veut dire qu'un non-existant peut être différent, peut être un Non, non, phénomène divers. non, c'est Ça différent. peut être Paul. Même pas, un non-existant ne peut pas être différent. Alors, c'est quoi différent de Bob? Parce que tout est différent de Bob. Justement, donc un non-existant n'est ni Bob ni différent de Bob. Alors, tout ce qui n'est On pas est- Bob, dit Benjamin, on va le garder sous le bras. Oui, Tout. Marie-Gabrielle. Donc, en fait, tout existant différent de Bob est différent de Bob, Oui, tout Oui. mais un tout différent de Bob. inexistant n'est ni Bob ni différent de Bob. Donc, on peut aller jusqu'à 4 possibilités, effectivement. Oui, Ouais. bravo. Paul est différent de Bob. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est la prochaine fois qu'on fait le momo dans la cuisine, dans Lambda.
Faut surtout pas que tu l'ouvres le soir. Non, je rigole. Ok. Non, non, je rigole. C'est parce qu'on s'est éclaté, on a fait 4 heures de Momo ce matin. Hmm. Vous devez sentir bon. Oui, oui, un petit peu l'oignon, non? Ok. Donc, par exemple, Bob qui sent l'oignon est différent de Bob. Ah, tout à fait. Mais c'est Oui, Et ça Ouais. reste Bob. Eh, oui. Ok. Très bien. Ouais, c'est ça. Donc, en effet, comme dit Marie-Gabrielle, tout existant qui n'est pas un avec Bob est nécessairement dans la case violette, ouais, dans le rond violet. donc, il Ouais. faut. Mhm. Ok, Oui, très bien. absolument. Oui. Et Bob, il n'y a que Bob qui entre dans Bob. Oui. Oui. Donc, quoique, non, on peut mettre Bob, on peut aussi mettre Bob avec un nounours, etc., etc. Et oui, parce que Bob avec un nounours, c'est différent de Bob et Oui. reste Bob. Ouais. L'instance de Mhm. Bob. Par contre, Bob qui n'est pas différent de Bob, il n'y a que Bob. Bob tout court. Oui. Ouais, Mhm. on est Oui. d'accord? Oui. Oui. Ouais, bravo. Excellent. C'était juste une petite révision parce que ça, on en a déjà beaucoup parlé. Les généralités et les instances. Mhm. Les généralités et les instances, c'est très, très important, surtout quand on étudie le LAMRIM, parce que comme vous le savez, on adapte tout ça, tout ce qu'on étudie en philo, dans le LAMRIM. Ouais. Ouais. Par exemple, comment est-ce qu'on fait cette distinction entre la généralité inconnu, ennemi et ami? Ce sont trois généralités différentes. Ouais. Et donc, est-ce que ces généralités sont absolues, infranchissables, etc.? Non, pas du tout. Non. On peut apprendre à développer notre cercle de bienveillance et faire en sorte que tous les êtres, sans exception, tous les êtres qui sont des instances de la généralité, êtres à qui on développe la bienveillance, vis-à-vis de qui on développe la bienveillance, par exemple. Ouais. Mhm. OK, donc il y a aussi, on en a déjà parlé, par rapport au jeu, le continuum du jeu. Le jeu d'aujourd'hui est une instance du jeu général, par exemple. Ouais. Donc, même si le Oui. jeu d'aujourd'hui cesse, ou le jeu de cette existence cesse avec cette existence, le jeu général ne cesse pas pour autant. Ouais. Non. Très bien. Non. Donc ça, c'est très important. Et on peut voir qu'il y a des applications en philosophie occidentale et en politique, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Je vous laisse écouter ce qu'elle dit. Ethnique, théoriquement, la République ne reconnaît que des citoyens définis de manière abstraite et égaux en droit. C'est le fameux universalisme républicain. L'universalisme est le seul principe qui nous met en état de lutter contre les discriminations. Or, aujourd'hui, il est contesté par des militants antiracistes qui l'accusent d'être un principe abstrait qui masque les inégalités réelles. En l'occurrence, on comprend bien que si on veut démontrer qu'il y a un problème de sous-représentation des non-blancs au cinéma, il faut bien les compter. Yala Kitsukidi est une philosophe franco-congolaise qui travaille sur la philosophie française et les questions coloniales. Dans son dernier ouvrage, elle se présente explicitement comme une femme noire et elle réfléchit à cette question des identités. Comment faire en sorte que la mise en avant des identités n'entraîne pas la racialisation des débats ou la fragmentation de la société? L'identité menace-t-elle le collectif? Voilà, ça, c'est très intéressant. C'est une émission sur Arte, un petit peu sur la philosophie, etc. Comment est-ce qu'on applique la philosophie au débat de société? Et c'est exactement ça. Universel égale généralité. Identité égale instance. Ouais. Donc, en fait, ces analyses qu'on fait avec le Sotrantika qui suivent le raisonnement, on peut tout à fait les adapter à des visions culturelles, des visions politiques, des visions sociétales. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, justement, la philosophe en question, elle parle des faux universels. Des faux universels, on va essayer de créer une généralité à partir d'une instance particulière, vraiment spécifique, de souche française, etc., etc. Et donc, ça engendre tout ce qu'on peut voir par rapport à la xénophobie, etc. Ouais. Donc, c'est là où on peut voir que ça peut être appliqué dans le quotidien. C'est pas uniquement des sphères conceptuelles très élaborées. Ça doit avoir une application dans le quotidien. C'est très important, ouais. Mhm. OK. Donc, ça, c'est vraiment une super émission. Je vous la recommande. Très bien. Ensuite, OK. Très bien. Généralité et instance. Généralité et instance, on va interroger Marie. Ah oui. Marie, il s'ensuit que tu connais la différence qu'il y a entre généralité et instance. J'accepte. Oui, tu connais la différence entre généralité et instance. Et donc, c'est quoi la différence entre
contradictoire, équivalent, 3 possibilités et 4 possibilités. Il peut y avoir, à cet instant, on peut avoir 4 possibilités. 4 possibilités. Qui serait d'accord avec Marie? Ouais, ouais. Ouais, Dominique? Ok. Benjamin réfléchit. Oui, oui. Ah, Patrick, salut Patrick, je t'ai pas salué. Tu nous as rejoint, c'est cool. Oui, oui. Ok, 4 possibilités aussi. Donc, le club grandit. Le club de Marie grandit. Très bien, il s'ensuit que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est à la fois une généralité et une instance. Alors, je vais reprendre l'exemple de Dominique. Par exemple, les tables, c'est une généralité. Et puis, une table rouge est une instance de la généralité de table. Ok. Donc, si on prend table, il s'ensuit que table est une généralité. Oui, Oui, Il s'ensuit que table est une généralité parce que? que c'est un phénomène qui recouvre ces manifestations. sensation. Oui, très bien. Il s'ensuit que table est une instance. Ça se dit que table est une instance de choses. Oui, Oui, très bien. Table est une instance de choses. Donc, il de s'ensuit que choses. table est à la fois une généralité et une instance. Vous êtes d'accord? Sens. Mhm. Ouais. Oui. Très bien. C'est vrai qu'au début, quand on regarde généralité et instance, intuitivement, on a envie de se dire c'est contradictoire. Mais en Mhm. fait, pas du tout, ouais. Qu'est-ce qui pourrait être une généralité et pas une instance? Chose Le- n'est pas n'est une instance de rien du tout, en fait. Ah bon? Chose n'est pas Chose est l'instance. une instance d'existant. Ouais. Ah oui, exact. Ouais. Mais existant, je pense, non soit, non soit, non soit. Bonsoir pour Dominique, Benjamin. Non, mais je rigolais pour les moments. Ok. Très bien. Donc, non soit pour Dominique. Non soit, il s'ensuit que non soit est une généralité. Oui. Ouais, il s'ensuit que non soit n'est pas une instance. Bah, il me semble- Non. Oui, ce n'est pas une instance parce que? Parce qu'elle n'est pas une instance, parce que Ben oui, il n'est pas il n'y une a pas de instance. généralité, quoi. Parce que quoi? Il n'est. C'est pas une oui. instance parce que c'est une généralité qui n'est pas une instance de quelque chose de plus grand. Oui, d'accord. Donc, on va dire c'est une instance parce que ce n'est pas une instance de quelque chose de plus grand. Ce n'est pas. Le non-soi de la personne est une instance de la généralité de non-soi. Ah, Personne, oui, mais non soit, est-ce que non soit a quelque chose de plus grand? alors ça c'est intéressant. Non. Parce Oui, que mais non. c'est très intéressant parce que on pourrait dire que d'un premier point de vue, le Sautrantika qui suit le raisonnement, ils vont dire que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi de la personne. Voilà, c'est ça. Oui. Ah, oui, d'accord. Et ensuite, si on devait prendre un point de vue marianiste, par exemple Chittamatra ou Madhyamaka, Le non soit. Oui. on dira il y a le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, il n'y a que ces 2 instances de non-soi. Or, comme Ah. on dit, il faut qu'il y ait au moins 3 instances pour qu'il y ait une généralité. Ouais. Donc, Le Donc, non-soi on n'est est pas une généralité. non-soi. Oui. donc, un non-soi de la personne est une instance de la généralité de non-soi. Alors, pas pour les Sautrantika. Pas pour les Oui, mais pas pour les Sotantrika. Mais Et On si n'est on, pas Sautrantika, là. si on prend un point de vue marianiste, parce qu'on verra dans la logique, dans la suite des diapos, on va prendre le point de vue Madhyamaka pour vous préparer à ce qui suit après dans les débats quand on étudie le Madhyamaka. Mais si on prend un point de vue marianiste, il y a les 2 non-soi, non-soi de la personne et non-soi des phénomènes. Ouais. Et donc, si on dit non-soi de la personne et non-soi des phénomènes, c'est que c'est 2 trucs, il n'y en a pas un troisième. Ouais. Et alors, le non soit des non-existants Par contre, alors les non-existants ne sont pas des instances. ne sont pas des instances. Ouais. Voilà. Voilà. Et par contre, si on choisit le non-soi de la personne pour une philosophie marianiste, on va dire le non-soi de la personne, et si on le compare au non-soi d'une table, non-soi d'une fleur, etc., dans ce cas-là, ça joue. Parce que là, il y a plein d'instances du non-soi des phénomènes. Ouais. OK.
Donc, pour les marianistes, en effet, il faudrait spécifier quelque chose pour accepter. Mais du point de vue Sautrantika, ils vont dire, si c'est un non-soi, c'est nécessairement un non-soi personnel. Ouais. 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 Donc, en effet, le non-soi, c'est la généralité la plus vaste. Il n'y a pas plus vaste que ça. Donc, c'est une généralité, mais ce n'est pas une instance. Ouais. Hmm. Ça parle à tout le monde? Ouais. Mhm. Ouais, très bien. OK, s'il y a un truc qui cloche, n'hésitez pas. Ah, pourquoi je suis… OK, c'est pas grave. Ensuite, il faut que je revienne. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être une instance, mais pas une généralité? La table rouge qui est à côté de toi. La table rouge qui est à côté de moi, il y a pas, c'est pas une généralité. Elle n'a pas la table rouge qui est hier et demain, etc. Ah, d'accord. Alors, la table rouge de l'instant T qui est à côté de toi. Donc, la table rouge de l'instant T qui est à côté de moi, mais qui est observée par Benjamin ou qui est observée par le Bouddha, etc. Bon, d'accord. Alors, euh, C'est difficile, c'est tout. Oui. Essayez C'est de vous très difficile. souvenir un petit indice des phénomènes qu'il est impossible d'être. voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà. Les phénomènes qu'il est impossible d'être. Ça vous rappelle quelque chose? Des Et la connaissables? table et la chaise, par exemple. Oui, la table et la chaise. Table et chaise. Table et chaise est une instance de quoi? De choses. De choses ou de collection, de généralité de collection, par exemple. Ouais. Par contre, ce n'est pas une généralité parce qu'il n'y a aucune instance de table et chaise. Rien n'est à la fois une table et une chaise. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Ouais. Bravo, c'est magnifique. Et ni généralité ni instance, c'est facile? Un non-existant. Oui, exactement, une corne de lapin. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Mhm. Alors, chez qui il y aurait des difficultés? Levez la main. Ça va? Tu es là? Oui? Vénérable? Ton micro est coupé. Oui, je coupe parce que j'ai rien à dire. Je suis admirative. Ouais, Bravo. ça va un peu vite? Non, non, mais j'ai beaucoup de lacunes. D'accord. Mais je suis. Merci beaucoup. Ça dépose toujours des empreintes, c'est déjà ça, des graines, espérons vertueuses. Ok. Très bien, donc un petit interlude, c'est pour dire, OK, à quoi on va passer maintenant? On va passer à l'oric. Oh là là, oh là là. L'oric, ça veut dire quoi? Ça veut dire esprit et conscience ou mental et cognition. Ça peut vouloir dire ça. Geshe-Dreyfus dit qu'à l'origine, il y avait un post-suffixe sa en tibétain. Et donc, ça voulait dire les catégories de conscience, l'oric, ouais, les généralités ou les catégories de conscience. Mais ce n'est pas très grave. Il a dit qu'avec le temps, le post-suffixe a disparu. Très bien. Voici ce que dit Sasante dans The Foundation of Buddhist Practice. Ce sont plusieurs ouvrages coécrits avec le vénérable Thupten Chodon. C'est magnifique. Il dit: pour déterminer si le plein éveil est possible, pour savoir quoi pratiquer et quoi abandonner afin d'atteindre l'éveil, et pour discerner la nature ultime de tous les phénomènes, nous devons être capables de tester diverses assertions et de déterminer si elles sont correctes et infaillibles. Ça, c'est très important. C'est très important. Le Bouddha a toujours invité ses disciples à l'esprit critique, ouais, à l'ouverture d'esprit et à l'esprit critique. L'ouverture d'esprit, c'est pour recueillir les informations, parce que si on n'a pas l'esprit ouvert, on va se dire, bah non, je connais déjà tout ça, etc. Donc, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Donc, pour remettre en question, ouais, pour savoir si ces assertions, ces affirmations sont infaillibles, sont irréfutables, sont factuellement concordantes. C'est ça qui compte. Donc, l'intérêt de connaître l'oric. OK. Très bien. Alors, là, c'est ce que dit le Pramanavartika de Acharya Dharmakirti. Il dit: Pramana, la cognition valide, est une conscience infaillible. Ce qui demeure efficient est infaillible. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire que pour Acharya Dharmakirti, à l'origine, la validité impliquait nécessairement l'impermanence, la capacité d'opérer des fonctions. Ouais. OK, donc ça, c'est juste un détail. Ensuite, la définition de la conscience chez Yongzing Jura, donc le second volet qui s'appelle l'oric, il dit la définition de la conscience, c'est ce qui est clair et cognitif. Ouais, ça c'est facile. Ça, on l'a déjà vu ensemble. Ouais. OK. Très bien. Et donc, pramana. Pramana, c'est le terme sanskrit pour la cognition valide.
pas uniquement la cognition valide, ça peut vouloir dire aussi autre chose. Par exemple, sema en tibétain, c'est la traduction de pramana. Ok, ça veut dire autorité valide aussi. Par exemple, le Bouddha est une personne qui est pramana. Le Bouddha est une autorité valide. Ouais. C'est ce que va essayer de décrire Acharya Dharmakirti dans le second chapitre du Pramana Vartika. Ok, donc ça veut dire autorité valide, ça veut dire fiabilité, quelque chose envers quoi on peut se remettre, on peut avoir la confiance, etc. Et ça veut dire aussi cognition valide. Ouais. Donc si vous avez étudié un précédent basic programme, vous avez eu en français connaisseur valide. Mais ça, c'est juste une traduction littérale de l'anglais. L'anglais, ils disent knower. Ils disent knower, mais à partir de certaines traductions. Les grands traducteurs comme Venerable Geshe Dandul ou Gan Losel disent cognition en anglais. Donc, pour moi, c'est plus cohérent vis-à-vis de ce que veut dire le sanskrit ou ce que veut dire le tibétain. C'est juste certains traducteurs anglophones qui ont à un moment donné parlé de knower. Et donc, tout le monde les a suivis. Mais en réalité, on peut parler de la cognition. C'est un événement mental avant tout. Ce n'est pas une personne. Ouais? OK. Donc, dans le prochain Basic Programme, si vous en avez un, ce sera corrigé entre-temps. On aura corrigé tout ça. OK. Donc, pramana. Il y a plusieurs façons de comprendre ce que veut dire pramana. La première syllabe, pra, ça peut vouloir dire pratama en sanskrit, ça veut dire premier. Et donc, on va comprendre pourquoi le Sautrantika donne une définition particulière de la cognition valide comme étant une cognition nouvelle et infaillible. Parce qu'ils comprennent la première syllabe de pra comme étant, comme voulant dire premier. Ouais? OK. Et les prasangika vont dire non, pramana, ça veut dire pradhana, ça veut dire principal. C'est pourquoi pour les prasangika, la définition d'une cognition valide, c'est une cognition qui est infaillible au regard de son objet du mode d'appréhension principal. Ouais? Ne vous inquiétez pas, on va revoir tout ça. Hein. C'est juste une petite mise en bouche. OK. Pradhana, ouais. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on parle de premier chez les Sautrantika? Parce qu'ils disent la définition d'une cognition valide, c'est une cognition nouvelle et infaillible. Nouvelle. Ouais, il faut qu'elle soit nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez, voilà, cognition nouvelle et infaillible, c'est la définition. Vous avez, par exemple, un objet visuel. Un objet visuel, il y a le premier moment. Ensuite, il y a le deuxième moment. Et ensuite, il y a le troisième moment, etc., etc. Ouais. Oui. Mais c'est le premier qui compte. Exactement, c'est le premier qui compte pour eux. J'ai révisé un peu ça. Très bien fait. C'est le premier qui compte. C'est valide. Le premier moment est valide, alors que les deux autres sont non valides. Ils sont subséquents. Subséquents. Oui. Ils sont subséquents. OK? Ça joue pour l'instant? Oui. Le premier moment, quand on perçoit une table, le premier moment est une cognition valide parce qu'elle est nouvelle et elle est infaillible. Ouais. Elle est nouvelle parce que, on va voir pourquoi. Et les deux moments qui suivent, si on en prend trois, mais ça peut être plus, sont non valides parce qu'ils n'ont plus cette fraîcheur. Ils ne font que réaliser ce qui a déjà été réalisé par la première cognition. Ouais. Ils sont non valides pour eux. Mais on pourrait dire, OK, ils sont subséquents. Mais le premier des deux, il est premier, il est nouveau. Le premier des moments subséquents, il est forcément nouveau. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas valide? Il pourrait y avoir des débats là-dessus. OK, il est subséquent. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas valide? C'est parce qu'on va voir une définition de la cognition valide donnée par Kedubje, qui est assez différente de ce qu'on trouve habituellement chez Yongzin Dura, etc. Il dit la définition d'une cognition valide, c'est une conscience qui est infaillible, donc on va voir ce que ça veut dire aussi, quant à l'objet de compréhension qu'elle a elle-même déterminé par son propre pouvoir. Par son propre pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une conscience qui réalise son objet, qui détermine parfaitement son objet par son propre pouvoir. Ouais, c'est ça que veut dire nouvelle, quand on parle d'une cognition nouvelle et infaillible. Alors qu'une cognition subséquente, les moments qui suivent, ce n'est pas par leur propre pouvoir qu'ils réalisent la table, c'est par le pouvoir de la cognition qui les a engendrés. La cognition valide. OK. Ça joue? Oui. Ouais. C'est compliqué?
Oui. Ouais, c'est compliqué. Ok. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous arrivez quelque part, un pays que vous n'avez jamais vu, et vous voyez un magnifique paysage. Vous voyez ce super paysage, c'est frais, c'est nouveau, etc. Vous le revoyez le lendemain, ah, ça a déjà perdu sa fraîcheur, ça a perdu déjà sa nouveauté, etc. C'est déjà quelque chose qu'on connaît déjà. Et le surlendemain, etc., on finit par s'y habituer et se dire, ouais, ouais, c'est joli. Ouais. Alors que la toute première fois où on a vu ce paysage, waouh, c'était incroyable. Ouais. Pourtant, est-ce vraiment le même paysage? Parce que la lumière change, la Ouais. météo aussi. Exactement. Non. Exactement. Tout à fait. Donc là, c'est parce que je prends quelque chose d'assez étendu dans le temps. Mais si vous prenez, par exemple, vous arrivez sur cette colline et vous voyez ce paysage vraiment pour la première seconde. Et là, c'est waouh. Et puis, vous observez encore et encore. Donc, bien sûr qu'il va changer encore et encore. Mais à la seconde, à la deuxième seconde, à la troisième seconde, etc., ça a déjà perdu sa fraîcheur, sa nouveauté. Ouais. Donc, c'est que la première seconde qui est valide? Premier instant. Alors, ils vont dire le premier moment, mais le moment, ça dure un certain temps, en fait. La seconde, elle peut être une première milliseconde. Donc, du coup, il n'y a jamais un premier. Exactement, sauf que si c'est une milliseconde, ça devient inattentif. C'est une cognition inattentive, ouais, parce que c'est trop rapide. Donc, si c'est une cognition inattentive, elle ne peut pas réaliser son objet. Ça ne peut pas être une cognition valide. Donc, il faut que ça dure suffisamment de temps pour que l'esprit ait le temps de certifier son objet. Par exemple, si vous prenez un bouquin et vous faites tourner toutes les pages à toute vitesse, et si on vous demande combien de pages sont passées devant vos yeux, vous ne pouvez pas le dire, ouais, parce que c'est assez trop rapidement. Ouais. Donc, c'est une cognition inattentive. Ouais. Elle ne certifie pas son objet. Ouais. Donc, il faut que le passage dure suffisamment longtemps pour qu'on certifie le nombre des pages. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. Ah, OK. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que ça dure un certain temps suffisamment long pour que la conscience puisse certifier son objet, puisse réaliser son objet. Et il faut que ce soit le premier moment pour les Sotrantika parce que c'est le moment le plus frais, etc. Et après, c'est juste du réchauffé, on va dire. Quelle est la limite entre le premier et le deuxième moment? Comment c'est déterminé? Alors, ils vont dire que la définition d'un premier moment, c'est le temps que quelque chose soit établi. Donc, ça veut dire que le temps que cette première cognition valide soit établie, et après, ça va être désigné comme une cognition subséquente, une fois que cette première aura été établie. Et après, le temps que ça dure, bah, il faudrait calculer, ça peut dépendre de la conscience visuelle, auditive, ça peut dépendre de plein de gens et de plein de choses. Ouais. Très bien, donc ça c'est très important cette définition donnée par Kelubje, parce qu'il dit que la cognition qui est nouvelle et infaillible, nouvelle pourquoi? Pas nécessairement parce que c'est la toute première, mais parce qu'elle réalise par son propre pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok. Très bien. Et Kelubje cite Acharya Dharmakirti juste après dans son texte qui parle des deux cognitions valides, directe et inférentielle. Ok, ça je ne sais pas si c'est vraiment important. C'est juste pour comprendre que la cognition valide doit déterminer son objet, elle doit certifier son objet. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok, très bien. Donc ça, c'est pas très grave s'il y a un peu trop de détails. Ok. Donc on a compris ce que voulait dire une cognition nouvelle. Ça veut dire qu'elle doit réaliser son objet par son propre pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Alors qu'une cognition subséquente réalise son objet par le pouvoir de la première cognition valide. Ouais. Oui. Très bien. Et infaillible. Infaillible, c'est très important aussi. Ça veut dire une conscience qui est infaillible, elle détermine son objet. Elle comprend son objet. Elle identifie son objet. Elle certifie son objet. Et elle réalise son objet. Tout ça, c'est équivalent. Ouais. OK. Donc, déterminer, comprendre, identifier, certifier, réaliser. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Une conscience infaillible ou irréfutable dans les traductions précédentes. C'était irréfutable, mais normalement, c'est infaillible. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Ouais. On va voir ce que ça veut dire. On va voir ce que ça veut dire. Donc là, c'est Geshe Dreyfus qui parle dans Recognizing Reality, que je vous conseille si vous lisez l'anglais. C'est THE livre sur la cognition valide. OK, il dit, parmi les deux critères suggérés par la définition d'une cognition valide, donnée par Chapa, Chapa c'était un grand maître tibétain qui a institutionnalisé les débats qu'on étudie, il dit le critère de nouveauté est accepté par la plupart des épistémologues indiens. Donc, ils sont tous d'accord pour dire qu'une conscience, pour être
infaillible, une cognition valide, doit réaliser par son propre pouvoir. Donc la nouveauté est plutôt acceptée généralement, ouais. Oui. Ok. Par contre, le critère le plus du succès cognitif, cependant, est plus problématique. Selon Chapa, une cognition doit correctement identifier son objet pour être valide. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas simplement être nouvelle. Par exemple, si vous regardez pour la première fois un mirage, vous le voyez pour la première fois, il y a un premier moment. Mhm. Cette conscience est nouvelle. Ça veut dire que par son propre pouvoir, elle appréhende ce mirage. Est-ce qu'elle identifie l'objet? Est-ce qu'elle réalise l'objet? Non, parce qu'elle se trompe. Ouais. Oui. Très bien. Donc, il faut il faut que la conscience ne se trompe pas. Il faut que non seulement elle réalise par son propre pouvoir, mais qu'elle identifie, qu'elle certifie son objet. Ouais. Mhm. Donc, Très bien. elle est directe. Donc, elle n'est pas nécessairement directe. C'est ça qu'on va voir par la suite. Ouais. Très bien. Donc, il dit techniquement, ce processus d'identification correcte est décrit comme l'élimination de surimpositions fausses. Ça, c'est très important. On pourrait même juste simplement mettre surimposition. Celui qui a rajouté fausse, mais on pourrait, jodok en tibétain, ça veut dire simplement surimposition. Ouais. Par exemple, si vous devez apprendre l'alphabet grec, par exemple. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta. Voilà, exactement. Avant, et voilà très bien, Marie-Gabrielle, avant d'avoir appris alpha, on avait des surimpositions par rapport à alpha. On avait une inconnaissance, une méconnaissance d'alpha. Ouais. Et quand on apprend ce que veut dire alpha, on tranche les surimpositions par rapport à alpha. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et ça veut dire aussi atteindre l'objet identifié, Chedem Topa, atteindre l'objet identifié. C'est-à-dire que si vous avez sur la table le poivrier et le téléphone, et que vous dites je dois appeler Marie-Gabrielle, vous saisissez le poivrier. Est-ce que vous atteignez l'objet identifié? Non. Non. Exactement. Par contre, si vous saisissez le téléphone, ça joue. Ouais. Ok, donc c'est ça que ça veut dire. Donc tu vas trancher les surimpositions. Atteindre l'objet identifié, c'est ça que ça veut dire réaliser son objet. Parce que jusqu'à maintenant, comme vous vous souvenez, on a étudié les bases établies. Ouais. C'est quoi la définition d'un existant? C'est observé par une cognition valide, comme dit Benjamin. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire cognition valide? Là, on est en train de le voir. Ouais. Ouais. Très important. Très important. OK. Très bien. Donc là, il y a aussi, par rapport à ce qu'avait dit Gina, est-ce que la cognition valide doit nécessairement être directe? Eh bien non, justement. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti, puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de phénomènes, il y a deux types de cognition valide. Et ce, parce que certains sont capables d'opérer une fonction et les autres non. Ça veut dire que les impermanents sont les objets apparents des cognitions valides directes et les permanents sont des objets apparents des cognitions valides inférentielles. Ouais. Oui. Ça joue pour tout le monde? Ouais. Ce que veut dire inférentiel, tout ça, on va voir ce que ça veut dire. On va voir ce que ça veut dire. Donc ça, c'est vraiment le système d'Acharya Dharmakirti. Mais après, on peut l'appliquer au Madhyamaka, par exemple. Au Madhyamaka, on va dire les deux types de phénomènes, ce n'est pas nécessairement les impermanents et les permanents. Ça peut être juste les perceptibles, les directement perceptibles, les manifestes et les cachés, les phénomènes cachés. Ouais. Donc on peut l'interpréter comme ça aussi. C'est-à-dire que pour les phénomènes manifestes, il n'y a pas besoin de raisonner, on les perçoit directement. Pour les phénomènes cachés, comme l'impermanence subtile, la vacuité, etc., on a besoin de faire une déduction logique, une inférence. Ouais. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ah, c'est magnifique, magnifique. Ah, on va presque même trop vite, je ne vais plus avoir de munitions. On va être on va faire des débats. Ok. Donc, cognition valide. Cognition valide, maintenant, vous savez ce que ça veut dire. C'est quoi la définition? C'est qui. Cognition nouvelle et infaillible. Oui, une cognition nouvelle et infaillible. Ouais. Sardo mais pas. Ouais. Une cognition nouvelle et infaillible. Donc, une cognition, il faut que ce soit un événement mental. Elle est nouvelle parce qu'elle réalise son objet par son propre pouvoir. Et elle est infaillible parce qu'elle obtient son objet identifié. Elle tranche les surimpositions par rapport à son objet. Ouais. Donc, pas nécessairement toutes les surimpositions. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que quand votre conscience visuelle réalise la table,
votre conscience visuelle n'a pas besoin de tout connaître de la table, n'a pas besoin de connaître le nombre de ces molécules, qui l'a fabriqué, etc., etc. Ouais? Mhm. OK. Donc, ça veut dire qu'on ne tranche pas nécessairement toutes les surimpositions. Il n'y a qu'une conscience omnisciente qui le fait. OK. Très bien. Donc, comme on l'a dit, les cognitions valides se distinguent de la perception directe valide et la cognition inférentielle. Ouais? Mhm. OK. Donc, en fonction des manuels sur l'ORIC, certains ne vont pas être d'accord. Certains ne vont pas être d'accord. Certains vont dire, par exemple, si vous lisez Lati Rinpoche, Connaître l'esprit, vous verrez que dans le manuel qu'il commente, il y a des cognitions valides inférentielles, pardon, il y a des cognitions inférentielles qui ne sont pas nécessairement des cognitions valides. Autre chose. Ouais, par exemple, une cognition inférentielle subséquente. Alors que quand on étudie Yongzin du La, celui qu'on étudie dans un basic programme, une cognition inférentielle est nécessairement une cognition valide. Il n'y a pas de cognition valide inférentielle subséquente. Ah ouais. Ok, mais ça, c'est juste un détail. C'est juste un détail. Ok. Très bien. Donc, les deux types de cognition valide, c'est perception directe valide, cognition inférentielle. Ouais. Mhm. Ça va? Ouais. Ok. Et il faut peut-être que tu nous redis sur valide inférentiel et subséquent la différence entre les deux Oui. que tu viens de dire là pour la Exactement. Rinpoche. Donc, par exemple, la définition qu'on a d'une cognition valide inférentielle, c'est ce qu'on va, on va la voir juste après. On va la voir juste après. D'accord. Ok, C'est ok. On attend alors. C'est une cognition qui réalise son objet nouvellement en dépendance, qui est directement née en dépendance de sa base, qui est une raison valide. Elle est directement produite en dépendance d'une raison valide. Ouais, ça c'est la Quelle est définition. La définition d'une raison valide, du coup. Alors justement, on va la voir parce qu'on va étudier Tariq ce soir. On va la voir aussi. La définition d'une raison valide, c'est ce qui est les trois modes. Non, mais on va le voir tout à l'heure. Ok. Oups. Ok. Donc, ça veut dire que pour le bout de choc, une cognition inférentielle est nécessairement valide parce qu'elle est la définition d'une cognition inférentielle, c'est ce qui est directement produit en dépendance de son support, une raison valide. Directement produit. Exactement. C'est-à-dire que si c'est indirect, bah, c'est une cognition conceptuelle subséquente. D'accord. Alors que pour les autres, comme dans la Rinpoche, ils acceptent des cognitions inférentielles, pas uniquement comme des consciences conceptuelles qui sont factuellement concordantes, ils vont dire simplement que ce sont des cognitions inférentielles, même les moments subséquents, parce qu'ils ne disent pas qui est directement produite. Ils vont dire simplement qui est produite en dépendance de son support, une raison valide. D'accord. C'est-à-dire que même les moments subséquents restent des cognitions inférentielles pour eux, mais pas pour le bout de choc. Ok. Très bien. Donc ça, si ça vous échappe, c'est tout à fait normal. Ne soyez pas, ok. Ne soyez pas déprimés. Très bien. Donc on a dit qu'il y avait une relation très importante entre la perception directe valide et les impermanents. C'est quoi cette relation? Donc, si c'est une perception directe valide, c'est nécessairement un impermanent. Oui. Et une cognition inférentielle n'est pas impermanente? Une cognition bah inférentielle, c'est conceptuel, C'est conceptuel, donc c'est conceptuel, oui. nécessairement permanent. Mais elle est directement produite en dépendance de son support, oui. raison valide. Donc si elle est produite, elle est permanente. Donc les deux sont impermanents. N'importe quelle cognition, comme événements mentaux, comme des Cognition, oui, c'est nécessairement impermanents, ouais. Mm. Donc là, la relation qu'il y a entre impermanent et perception directe valide, c'est que pour le système, surtout Antika qui suit le raisonnement, les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Ouais. Oui. Les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Et les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ouais. Ça joue? Ça joue pour tout le monde? Oui, oui. Ok, super. Très bien. Ok, donc on va revenir à la perception. La perception, vous regardez un bateau de loin. Ouais. Regardez un bateau de loin. Ok. Et donc on a dit la dernière fois, le bateau qui est l'objet apparent, c'est ce qui se manifeste directement. Le bateau qui est l'objet d'engagement, c'est ce qui est réalisé par la conscience visuelle, sont équivalents. Ouais. Oui. C'est-à-dire que le bateau est non seulement ce qui apparaît à la perception directe, mais c'est aussi ce qui est réalisé, ce vers quoi s'engage
La perception directe, ouais. Ok. Oui. Donc, ça veut dire que là, le bateau est à la fois l'objet apparent et à la fois l'objet L'objet d'engagement. d'engagement. Perception directe, ouais. C'est ce qu'on avait vu une fois précédente. Ok. Et donc, si on a une conscience non conceptuelle qui est erronée, si vous percevez un mirage et que vous avez l'impression qu'il y a une rivière là-bas, si vous avez une conscience conceptuelle qui est non conceptuelle, qui est erronée, c'est nécessairement une cognition fausse non conceptuelle. Oui. C'est-à-dire que si elle n'est pas conceptuelle et qu'elle est erronée, elle est nécessairement fausse. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est-à-dire que puisqu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent, elle se trompe nécessairement à l'égard de son objet d'engagement. Ouais. Ah oui, ouais. Bon, on aura le temps d'en reparler, ne vous inquiétez pas. Elle est fausse et erronée. Elle est fausse et erronée. Mais, ouais. Ok, Le très bien. pauvre. Alors, les consciences conceptuelles, c'est très différent. Les consciences conceptuelles. Ok, donc là, vous avez l'objet apparent de Bob. Le bateau. C'est l'image du bateau, vous êtes d'accord? Oui. Ok. L'objet d'engagement, c'est quoi? Le bateau. Le bateau. Oui, c'est le bateau. C'est ce que comprend la conscience conceptuelle de Bob, ouais. Donc, c'est bien le bateau. C'est ce qui est compris par notre conscience, ouais. Très bien. Mais ce qui apparaît à la conscience conceptuelle, c'est l'image du bateau. Ça ne peut pas être le bateau, ouais. Enfin, ce qui est l'objet apparent, ouais. D'accord. Ok. ouais. Ça joue pour tout le monde? Oui. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que pour une conscience conceptuelle, elle est nécessairement erronée. Parce que l'image du bateau donne l'impression d'être un bateau, mais n'est pas un bateau. Mais pas nécessairement fausse. Ouais. Ouais, très bien. Mais elle n'est pas nécessairement fausse. Là, par exemple, elle est factuellement concordante. Là, qu'elle est en accord avec les faits. On pense à un bateau, ce bateau existe, etc. Ouais, Oui. ça joue? Elle est en Oui. accord avec la réalité, cette pensée. Ouais, donc elle est factuellement concordante. Ouais, donc elle n'est pas fausse. C'est ça que ça veut dire. Par contre, si on pense que Kevin est une banane, c'est une conscience fausse. Ouais. C'est non seulement erroné, parce que c'est conceptuel, mais en plus, c'est faux. Donc, c'est une cognition fausse conceptuelle. Ouais. Et donc, ça, quel est l'intérêt de comprendre ça? C'est que si on pense qu'on a un soi autosuffisant et substantiel, si on pense que la table est un objet d'usage d'un soi autosuffisant et substantiel, on est dans une cognition fausse conceptuelle. On est dans l'ignorance fondamentale qui engendre le samsara. Et donc, il faut déterminer ce qu'est l'ignorance fondamentale. L'ignorance fondamentale est nécessairement une cognition fausse. Une cognition fausse qui est conceptuelle. Ouais. Ça joue? Ouais. Dites-moi oui. Oui, ça joue. Merci. Ok. On aura le temps d'en reparler si on a cours la semaine prochaine. Ouais. Ouais, il faut revenir. Très bien. On aura cours si on n'est pas mort d'ici là. Ok. Mais je sais pas, tout à l'heure tu as dit le 12, mais la semaine prochaine, c'est pas la semaine prochaine le 12, c'est la semaine d'après. Exactement. Donc, la semaine prochaine, je serai là. Ouais. D'accord. Ouais, le 6. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Donc ici, on a, pardon, ici, on a le point de vue prasangika madhyamaka. Donc, c'est sa sainteté qui en reparle dans The Foundation of Buddhist Practice. Il n'y a plus uniquement 2 types de cognition valides, mais il y en a 4 chez les prasangika. Ouais. Donc, il y a la cognition valide directe, cognition valide inférentielle, ça vous le connaissez déjà. Et ensuite, la cognition valide basée sur un exemple et la cognition valide sur le témoignage, basée sur le témoignage faisant autorité. Ouais. Les 2 dernières, on peut les inclure dans les conceptuels. Donc, ça veut dire qu'on peut, ça c'est ce que dit Acharya Chandrakirti dans le Prasanapada, c'est son commentaire au traité du milieu de Nagarjuna. Et donc, les 3 dernières, on peut les réunir en une. Et donc, ça revient au même à ce que disent les Sotrantika, puisqu'il y a 2 types d'objets de compréhension, il y a 2 types de cognition valide. Ouais. C'est juste que Acharya Chandrakirti donne plus de détails par rapport aux consciences conceptuelles, tout simplement. Ouais. Donc, c'est juste pour que vous le sachiez, pour voir que le Sotrantika nous aide à comprendre des choses qui seront ensuite plus détaillées chez les Prasangika en particulier. Ouais. Ok, très bien. Donc là, on est à nouveau chez les Sotrantika. Il y a 2 types de cognition valide, perception directe valide, cognition inférentielle. Ouais, ça joue? Oui. Ok. Donc, on va essayer de s'attaquer à la perception directe. La perception directe. C'est quoi la définition d'une perception directe? Qui ne se trompe. C'est une cognition qui ne se trompe pas sur son objet. Libre de conceptualisation. Libre de. Oui.
Oui, très bien. Oui, en effet, libre de conceptualisation et non erronée. Donc, en effet, elle ne se trompe pas sur son objet, puisque c'est une perception directe, elle est non conceptuelle et elle ne se trompe pas. Ouais. OK. Si elle se trompait, ce ne serait pas une perception directe, ce serait une cognition fausse non conceptuelle. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Ouais. OK. Une perception directe, comme on l'a dit, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. OK. Et donc, les perceptions directes, elles peuvent être divisées en général en trois. La cognition valide, par exemple, une perception visuelle qui réalise pour le premier moment une table, c'est une cognition valide directe. Ouais. OK. Ensuite, une cognition subséquente, les moments subséquents de cette perception visuelle. Ce sont des cognitions subséquentes directes. Ouais. OK. Et on a aussi les cognitions inattentives. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler de philosophie bouddhiste avec vos amis et un oiseau passe devant la fenêtre. Et donc, vous êtes tellement absorbé dans ce que dans ce que disent vos amis que, en effet, l'oiseau passe devant votre champ visuel. Mais si on vous demande qu'est-ce que tu as vu, vous n'êtes pas certain. Est-ce que c'était une chauve-souris? Est-ce que c'était un oiseau? Est-ce que c'était Batman? Bon, c'est pas une grosse chauve-souris si c'est Batman. Vous parlez dans la rue avec vos amis, vous passez devant des maisons, etc. Et donc, vous savez que vous avez vu des maisons, mais combien il y en a, combien de fenêtres elles avaient, etc. Impossible à dire, ouais. Très bien, donc ce n'est pas une cognition fausse, parce que ce qui apparaît à votre conscience visuelle est réel, ouais. Votre conscience visuelle n'a pas la capacité de générer une certitude, une certification. Donc, c'est pourquoi on l'appelle une cognition inattentive. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Ouais. Waouh, magnifique. Donc là, il va y avoir un petit bémol, c'est que toutes les perceptions directes ne se divisent pas en ces trois-là. Laquelle ne se divise pas en ces trois-là? Ça, c'est des révisions de Basic Programme. La cognition valide? Alors, la Non, cognition... non, non. La subséquente. L'inattentive. Alors là, en fait, les trois ici, ce sont les trois divisions des perceptions directes, en général. Direct. Perception directe visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile, mentale, autocognitive et yogique. Et la yogique, elle n'est jamais inattentive. Oui, bravo. La yogique n'est jamais inattentive. Ouais. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Il dit l'eau de Chempe Tonyene, Namratanchene Parje. Il dit les grands sages, les yogis, les aryas, certifient tous leurs aspects. Donc, ça veut dire ceux qui ont des cognitions yogiques directes n'ont nécessairement pas de cognition inattentive. Ouais, très bien. Donc, les perceptions yogiques directes sont divisées seulement en deux, cognitions valides et cognitions subséquentes. Ça joue pour tout le monde? Oui. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je le pense. C'est pas qu'un tic de langage, je le pense vraiment. Bravo. Ok, donc essayez de vous souvenir qu'en général, on pourrait dire que c'est une division terminologique en trois des perceptions directes. Ouais. Quand on dit cognition valide, subséquente et inattentive, c'est une division terminologique. Parce que pour certaines, ce n'est pas le cas. Pour la cognition yogique, ce n'est pas le cas. C'est seulement divisé en deux. Ouais? Oui. Magnifique. OK. Et pour les prasangika, les cognitions subséquentes sont des cognitions valides. Parce que pour les prasangika, ils interprètent pramana comme étant principal, ouais. Une conscience qui réalise son objet principal. Donc, qu'elle soit subséquente ou nouvelle, pour eux, ça ne les concerne pas. Pour eux, n'importe quelle conscience qui réalise son objet principal est valide. Donc, ça veut dire que même les subséquentes sont valides pour eux. Ouais. Donc, pour Oui. Le pramana, c'est une conscience infaillible, c'est ce qui demeure efficient et infaillible. Oui, exactement, qui est infaillible. Et pour les prasangika, l'école de philosophie la plus élevée, ils disent qu'elle est infaillible au regard de son objet principal. Donc, ils ne vont pas dire est-ce que c'est nouveau ou pas. Pour eux, ça ne les concerne pas de dire subséquent ou pas. Pour eux, c'est de toute façon valide. Dès l'instant où ça réalise son objet. Ouais. Ouais. OK. OK. Mais ça, vous inquiétez pas, on en reparlera. C'est promis. OK, on va souffler.
On va souffler un peu. On en reparlera la semaine prochaine. Donc là, il faut être tout seul. Ok. Donc là, regardez bien le petit chat. Est-ce que vous avez une cognition inattentive ou pas? Ok. Très bien. On a repris notre souffle. Ça va vite, hein. Très bien. On va parler maintenant des inférentiels. Oh là là. Voilà. Les inférentiels, voilà, Marie tout à l'heure demandait, c'était quoi? Ok. La définition d'une cognition valide inférentielle est une cognition conceptuelle, nouvelle et infaillible, qui est directement produite en dépendance de son support, une raison valide. Ouais. Et Marie-Gabrielle demandait, c'est quoi une raison valide? Oui. Eh bien, c'est le support en dépendance duquel est directement produite, c'est une cognition nouvelle et infaillible. C'est marqué là. C'est le support en dépendance duquel. Très bien. Donc, c'est pourquoi on étudie aussi Tariq. Tariq, c'est le troisième volet du Yongzin Dura, parce que c'est un petit peu pour les bouts de chou qui ont un petit peu pris de l'âge et qui étudient la raison valide, ce qui est la logique. Ouais. Donc, on va apprendre ça ce soir. On va essayer d'apprendre un petit peu quelques rudiments, mais vous en connaissez déjà. C'est ça qui est bien. C'est que vous avez déjà d'excellentes bases, parce que vous savez pourquoi on dit la raison n'est pas établie, pas d'implication, etc. Ouais. Ok. Très bien. Donc, essayez de bien retenir la définition d'une cognition valide inférentielle, parce que pour le bout de choc, il y a directement produite en dépendance. Ouais. Alors que chez Lati Rinpoche, quand il commente le texte de, comment il s'appelle, Geshe Sampel, il n'y a pas directement. Ouais. Donc, c'est juste une différence comme ça. OK. Donc, une raison valide. Qu'est-ce qu'une raison valide? Donc, on étudie ça, par exemple, dans Pointing the Way to Reasoning. C'est un super bouquin que je vous conseille. Il y a quelques coquilles dedans, mais c'est facilement repérable. Et il y a Tibetan Logic, qui est le manuel de logique de Yongzin Purvuchok, ouais. Le maître qu'on étudie depuis le début, avec Geshe Japala. OK. Et donc, bien sûr, il y a le texte. En anglais? C'est en anglais, ouais. Donc, pour le français, il n'y a que nous ce soir et la semaine prochaine. Il y a aussi, à Jepong Le Soling, ils étudient le Tariq de Geshe Tsulchim Namgyel, qui a été magnifiquement traduit par Vénérable Geshe Lossel, qui a donné des cours sur ce texte-là à Nalanda. Et donc, c'est un excellent débattant. Ah oui. Il est très affûté, très. Ouais. Et en janvier 2023, il va donner des cours sur les débats. Je vous présente la fiche ici. Donc, ce sera du 9 janvier au 3 février 2023. Et ce sera online aussi. Ah oui, ce sera online. Très bien. En anglais et en français, et online aussi, ouais. Ah, c'est super. On aura des cours, des classes de débat ensemble. On pourra, pour les francophones, on pourra débattre à nouveau sur ces thèmes qu'on a déjà étudiés ensemble. Ouais. Ok. Super. C'est en français, oui, c'est bien. Okay. Ah ouais, et puis il est bon, hein. Il est bon, hein. Il faut s'accrocher, hein. Il est très fort. Il est très fort, ouais. Et humble, Oui, il est exceptionnel. Très bien. OK. Donc, si on vous demandait, il s'ensuit que vous connaissez la définition d'une raison. Une raison, pas une raison valide, une raison. Ce qui est posé comme raison. C'est très clair comme définition. Ce qui est posé comme raison. Ouais. En tibétain, ta sukeba, ta gitseni. C'est-à-dire ce qui est posé comme raison. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous avez une autre définition un petit peu plus longue. La définition d'une raison dans telle preuve, des djub qui ta sukeba. Ça veut dire dans telle preuve, ça veut dire qu'on spécifie un contexte particulier. C'est ça que ça veut dire. Dans cette preuve, dans telle preuve, etc., etc., dans un syllogisme en particulier. Quand on donne une raison, par exemple, vous arrivez en retard chez votre patron et vous dites, ma voiture est en panne, alors que vous arrivez en vélo. Vous donnez une raison dans un contexte spécifique. Ouais. Mais ce n'est pas une raison valide. Ouais. OK, donc la définition d'une raison dans telle preuve, c'est ce qui est posé comme raison dans telle preuve. Ça va. Très bien. Une preuve, c'est un raisonnement, c'est un syllogisme. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on spécifie un contexte particulier. OK. Par exemple, si le mignon violet dit « Je suis en retard car je viens de me raser les cheveux », la raison n'est pas telle. Forcément, la raison n'est pas établie. Ouais. Okay. Donc, c'est une fausse preuve. Ouais. C'est une raison fausse qu'on donne. Ouais. Parce que là, c'est évident, il ne s'est pas rasé les cheveux.
et c'est un syllogisme non valide. C'est ça que ça veut dire, ouais. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on peut donner n'importe quelle raison. On peut dire je suis en retard parce que je suis une corne de lapin, par exemple. Ouais. Et donc, on donne une raison. Je suis une corne de lapin, c'est une raison. Ouais. Sauf que c'est une raison fausse. Eh bien, donc maintenant, pourquoi on doit avoir des raisons valides? Ouais. C'est quoi la définition d'une raison valide? On l'a donnée tout à l'heure. Ce qui est posé comme raison valide. Ah bon? Ce qui est posé comme raison valide. Non, ce qui est quoi, oui, Benjamin? Alors ça, c'est la définition d'une une cognition inférentielle. Ouais. Ça veut dire que la raison valide va servir pour engendrer une cognition inférentielle. Ouais. Très bien. Donc la définition, c'est ce qui est les trois modes. Voilà. Donc on va apprendre ce que c'est. On va apprendre ce que c'est. Ok, essayez de l'apprendre par cœur. Essayez de l'apprendre par cœur. Pardon. Donc là, les trois modes. Okay. C'est très logique tout ça. Très logique, hein? Très bien. Donc on va apprendre ce que ça veut dire les trois modes. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et en plus, vous l'avez déjà compris parce qu'on a déjà débattu là-dessus. Donc si on vous demande la définition d'une raison valide dans telle preuve. Ce qui est les trois modes dans telle preuve. Oui, ce qui est les trois modes dans telle preuve. Ouais, ça va? Oui. Ok. Si on vous demande la définition d'une raison valide dans la preuve prouvant que le son est impermanent. Ce qui est les trois modes dans la preuve prouvant que le son est impermanent. Oui. Vous êtes déjà des experts en logique. C'est excellent. Exactement. Ce qui est les trois modes dans la preuve prouvant que le son est impermanent. C'est tout simple. Maintenant, la définition d'une raison valide dans la preuve prouvant que le son est impermanent par la raison qu'il est produit. Ce qui est les trois modes dans la preuve prouvant que le son est impermanent par la raison qu'il est produit. Oui, excellent. D'ailleurs, en tibétain, je n'ai pas à rajouter. Ouais, je l'ai laissé, bon, c'est pas grave. Okay. Ce qui est les trois modes dans la preuve prouvant que le son est impermanent par la raison qu'il est produit. Ouais. Donc ça nous amène à délier notre langue, à essayer de se familiariser avec ces formulations. Parce que pendant les débats, parfois, on en a plein la bouche de ces définitions. Ouais. Donc, ça nous aide à formuler les choses et à comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Ok, très bien. Donc, les trois modes. Qu'est-ce que c'est les trois modes? Les trois modes, est-ce que c'est Kevin, Bob et Stuart? C'est la propriété du sujet, l'implication et la contre-implication. Vous savez déjà ce que c'est. C'est ça qui est génial. Ouais. Ok, ça, c'est les trois modes. On va voir ce que ça veut dire. Propriété du sujet, implication, contre-implication. Ok, très bien. Donc, si on prend ici le syllogisme habituel, les bouddhistes aiment bien celui-ci, le sujet, le son, est impermanent car il est produit. On a un syllogisme, on a une preuve et, en l'occurrence, c'est une preuve valide. Ouais. Ok, très bien. Donc, le son, c'est le sujet du débat. Ouais. Ok. Ensuite, on a le prédicat. Ouais, c'est le prédicat du probandum, c'est-à-dire c'est le prédicat de ce que l'on doit prouver. Ce qu'on doit prouver, c'est la thèse, le son est impermanent. Ouais, on veut prouver le sujet plus le prédicat. Ça, c'est le probandum, c'est ce qui doit être prouvé. Ouais. Okay. Impermanent, c'est le prédicat du probandum. Et là, j'ai mis juste prédicat, c'est plus simple. Ok? Oui. Très bien. Et produit, on va prouver que le son est impermanent grâce à la raison, car il est produit. Ouais? Ok, donc ça c'est des révisions, puisque vous savez déjà pourquoi on ne dit pas d'implication, la raison n'est pas établie. Donc, vous avez déjà appris tout ça. Très bien. Donc, la raison ici et les trois modes. Produit ici et les trois modes. Produit est la propriété du sujet, produit est l'implication, et produit est la contre-implication. Ouais? Ok, et donc c'est une raison valide. Ok, donc quand on parle de propriété du sujet, la relation qui existe, c'est toujours forcément la raison. C'est la raison qui est la propriété du sujet, qui est l'implication et la contre-implication. Mais avec quoi elle est comparée? Avec le sujet, exactement. La propriété du sujet, c'est pourquoi on l'appelle comme ça, propriété du sujet. Est-ce que la raison existe exclusivement avec le sujet? Ouais. Est-ce que tous les sons sont produits? Yes. Oui. Ouais. Oui. Ça veut dire. Ouais. Oui. Donc, si c'est le cas, il y a bien la propriété du sujet. Produit est bien une caractéristique où il existe avec le son. Ouais. Oui. Ça joue? Oui. Très bien. Ok.
Propriété du sujet. OK. Donc, ce n'est pas nécessairement une caractéristique du sujet. Ouais. Non, non. Quand on dit, par exemple, aujourd'hui, on est vendredi, car hier, nous étions jeudi. Hier, nous étions jeudi, existe avec aujourd'hui, nous sommes vendredi. Ouais. Mhm. Mais n'est pas une caractéristique d'aujourd'hui. Non. OK. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Quand ça doit exister avec le sujet, ce n'est pas nécessairement une caractéristique du sujet, même si souvent c'est le cas. Voilà, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Très bien, très bien, très bien. Et donc, on va voir ensuite. L'implication et la contre-implication, ça implique toujours bien sûr la raison, parce qu'on parle toujours de la raison, et elle est comparée avec quoi? Avec le prédicat. Avec le prédicat. Hein. Voilà, avec le prédicat, nécessairement. Ouais. Donc, ça veut dire que là, on a cette relation. D'abord, la propriété du sujet, c'est la raison avec le sujet. Ensuite, implication contre implication, c'est la raison avec le prédicat. Donc, comme ça, on a des relations logiques extrêmement solides quand c'est comme ça. Ouais. Il n'y a aucun élément du syllogisme qui est mis de côté. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Et donc, l'implication, ça veut dire quoi? Ça veut dire si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ouais. Un produit implique impermanent. Oui. Ouais. Oui. Donc avant, je me souviens, Marie avait posé la question de recouvrement, c'est-à-dire que produit est recouvert totalement par impermanent. C'est ça que ça veut dire. Ici aussi, on a l'inverse, hein, impermanent et recouvert par produit, puisque les deux sont coextensifs. Et si on disait par exemple, le son existe car il est produit, produit serait totalement recouvert par existant. C'est-à-dire qu'on n'a aucun produit qui ne soit pas un existant. Ouais. C'est pourquoi on avait recouvrement à l'époque. Et là, Christian Charrier emploie implication, et je trouve que c'est beaucoup plus cohérent. En anglais, on a aussi entailment, it entails. Cela implique ceci, cela, etc. Donc, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que si c'est produit, ça doit être impermanent. C'est l'implication. Et la contre-implication, c'est si ce n'est pas impermanent, cela ne peut pas être produit. Voilà, exactement. Ouais. Si on retire le prédicat, on retire nécessairement la raison. C'est ça la contre-implication. Ouais. Génial. C'est-à-dire que si on prenait ici, impermanent et produit sont coextensifs. Donc, c'est-à-dire que si on enlève l'un, on enlève nécessairement l'autre. Ouais. Mais si l'un est plus grand, par exemple, si on dit le sujet, le son existe car il est produit, si c'est produit, ça doit nécessairement exister. Et si ça n'existe pas, ce n'est nécessairement pas produit. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ah, bravo, bravo. Là, vous êtes vraiment des dialecticiens. OK. Les trois types généraux de raisons fausses, ça va nous donner l'explication pourquoi on dit quelles sont les quatre options possibles quand on nous donne un syllogisme en trois éléments, une conséquence en trois parties. Quelles sont les réponses possibles en La débat? raison n'est pas établie. Oui. Il n'y a pas d'implication. Oui. J'accepte. Oui. Et l'implication est opposée. Ouais. Ce sont les quatre possibilités de réponse. Ouais. OK. Donc, c'est-à-dire que quand on a une raison valide, on doit accepter. Ouais. Mais si la raison est fausse, elle peut être fausse selon différentes manières. Elle peut avoir une raison non établie. Ouais. Si on dit par exemple le sujet, le son est impermanent car c'est une corne de lapin. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Ouais. Et donc, c'est une raison fausse particulière qu'on appelle une raison non établie. Ouais. OK. Ensuite, on a une seconde façon d'avoir une raison fausse, une raison indéfinie. Une raison indéfinie, ça veut dire, c'est quand on dit il n'y a pas d'implication. Par exemple, si on dit le sujet, le son est impermanent car il existe. Pas d'implication. Ouais, pas d'implication. C'est pas parce que ça existe que c'est impermanent. Ouais. Donc là, c'est une raison fausse aussi, et c'est une raison indéfinie. C'est le deuxième type de raison fausse. Ouais. Ça joue? Ah, magnifique, magnifique. Vous êtes super, vous êtes au taquet. Hein. Et ensuite, on a une raison opposée. Une raison opposée, qu'est-ce qu'on répond dans ce cas-là? La raison est opposée, ou l'implication est opposée. Ouais. Oui, normalement, c'est l'implication, c'est Gel Cap. Oui, c'est l'implication est opposée. Pardon, j'ai fait une erreur, j'ai mis la raison est opposée, mais on répond en débat, on dit l'implication est opposée. Est opposée. Ouais. OK. Donc, ça veut dire, si par exemple, on dit il s'ensuit que le son
est permanent car il est produit. La raison est opposée. Ouais. Voilà, La raison est exactement. établie, L'application oui. est opposée. Si c'est produit, c'est nécessairement pas permanent. Waouh, c'est super. Et donc, c'est pourquoi on a ces trois types de raisons fausses. Et c'est pourquoi on a ces types de réponses possibles quand on débat. Ouais. Hmm. Et forcément, si la raison est établie et qu'il y a l'implication et la contre-implication, là, on dit j'accepte, tout simplement. Ouais, Ouais, ouais. c'est magnifique. Et donc là, on va commencer à jouer parce qu'on n'a pas beaucoup joué jusqu'à maintenant. On n'a pas beaucoup joué là. Là, c'est pas du jeu. Ok. Pas du jeu. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Accrochez-vous à vos fauteuils. Très bien. Si on vous dit, il s'ensuit que le sujet, le non-soi, est une négation car c'est un non-existant. Ouh là là. Qu'est-ce que vous allez répondre? J'accepte. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Alors, pour Marie, la raison n'est pas établie. Ah non, non, Ok. pas du tout. Le non-soi, non existant, pour établir un non-soi, il faut que ça soit existant. Donc, Qui est dans le club? Qui est dans le club de Marie? Qui dit la raison n'est pas établie? La raison n'est pas établie, je suis d'accord. Ah, ok. Donc, on a une trésorière et une présidente. Très bien. Donc, on a deux, la raison n'est pas établie. Qui dit quoi? On pourrait dire la raison est opposée. Hein. On pourrait dire aussi, il n'y a pas d'implication aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas d'implication? Si on dit qu'il n'y a pas d'implication, ça veut dire qu'on sous-entend que la raison est établie. On commence par la raison n'est pas établie, mais il n'y a aussi pas d'implication. Parce que si on dit il n'y a pas d'implication, on sous-entend que la raison est établie. Ouais. Alors, qui dirait j'accepte? Ah, personne ne dit j'accepte. Non, non, c'est pas possible. Ok, personne n'accepte. Ok, qui dit? Alors, on a deux personnes qui disent la raison n'est pas établie. Qui dirait pas d'implication? Maintenant que je viens de dire que si on ne dit pas d'implication, c'est que la raison est établie. On va dire les deux, quoi. Ok. La raison n'est pas établie. Donc la raison n'est pas établie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la raison n'est pas établie? Que le non-soi n'est pas, que le non-existant n'est pas un non-soi. Non, non. Que le non-soi, que le sujet, le non-soi n'est pas un non-existant. Ouais. C'est-à-dire non-existant n'existe pas avec le non-soi. Ben oui. N'est pas une propriété du sujet. Non. Ouais, ça vous parle? Oui. Donc, la raison n'est pas établie. Bravo, bravo, bravo. Donc ça, c'est pour vous apprendre à savoir quoi répondre quand on nous adresse des conséquences en trois parties. Et on essaiera la fois prochaine que vous appreniez aussi à adresser des conséquences. À adresser des conséquences. Si par exemple, quelqu'un dit il s'ensuit que vous êtes nécessairement bouddhiste parce que vous avez le crâne rasé. La raison n'est pas établie. Alors, oui. On répondrait, il s'ensuit qu'un tel qui a un cancer est bouddhiste. Par exemple, oui, exactement. Ou en effet, que le père Fouras est bouddhiste, non, il a les cheveux longs. Ah non, il a... À la boule, que la boule, que la boule est bouddhiste. Ok. Très bien. Donc, la prochaine fois, vous apprendrez ça. Je vous ferai donner des conséquences à l'absurde à un défenseur qui a une thèse erronée, ouais, une thèse fausse. Ok, si maintenant, on vous dit, il s'ensuit que le sujet couleur est impermanente car c'est une forme. J'accepte. Ah, on a deux, j'accepte. Trois. J'accepte. Trois. C'est pas une forme, la couleur. Ah si? C'est une forme. Alors essayez de vous mettre dans la peau de l'objecteur. Vous avez un défenseur, Patrick, qui vous dit couleur n'est pas une forme. Donc vous, comment est-ce que vous débatteriez? Vous direz, vous essayerez de savoir quelle est sa thèse. Ouais. Couleur n'est pas une forme parce que. Voilà. Il faut nous donner la définition de la couleur. En fait, vous ne pouvez pas venir dire au défenseur si c'est comme ça parce que c'est marqué dans les livres, etc. Vous devez lui tirer les verres du nez. Ouais, la définition de la couleur. Il s'ensuit que couleur n'est pas une forme parce que, et il faut que tu dises pourquoi tu... Il faut que le défenseur se justifie, comme ça vous savez quelle est sa thèse. Et ensuite, vous pouvez essayer d'attaquer sa thèse. Ouais. Si on ne connaît pas la thèse du défenseur, on ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas juste dire, bah si, c'est comme ça. Ouais. Parce que la couleur peut prendre n'importe quelle forme et n'est pas une forme. Alors, la couleur n'est pas une forme. Il s'ensuit que la couleur n'est pas une forme. Couleur n'est pas ce qui est approprié pour être une forme.
Il s'ensuit que tu connais la définition de couleur. J'accepte. Vas-y, Don. Donne. Ce qui est approprié pour créer une couleur. Pour être une teinte. Ouais. Ce qui est Une teinte. approprié pour être une teinte. Il s'ensuit qu'une teinte n'est pas une forme. Ah, si, dit. Si. Donc, il s'ensuit que teinte n'est pas une forme parce que Vas-y, Patrick. Que table n'est pas une forme. La couleur. La teinte. La teinte. N'est pas une forme, n'est pas de la matière, parce que forme égale matière. Mhm. Ouais. Donc, une teinte n'est pas de la matière, donc elle est immatérielle. Ah, non. Elle n'est pas palpable. Si. La teinte peut être une lumière qui n'est. Oui. La teinte peut être donnée par une lumière qui n'est pas une forme, qui n'est pas une matière. Ah bon? Donc, la lumière n'est pas de la matière. Si. Les rayons du soleil. Donc, que veut dire matière? Matière, ça veut dire atomiquement établie, ouais. Ça veut dire que la lumière, c'est pas atomiquement établi, c'est pas formé par des photons? Oui. Est-ce que les photons sont de la matière? Ah bah oui, je peux confirmer. Alors, à ce moment-là, on pourrait dire, OK. Est-ce que la lumière est impermanente? Oui. OK. Et donc, les trois types d'impermanence, c'est quoi? Les trois catégories des impermanents? Les formes. Oui. Oui, d'accord, OK. Tu sens le piège se refermer? D'accord, oui. Ça fait mal. Forme, conscience, c'est quoi? Et composé non associé. Composé non associé. OK. Il s'ensuit que la lumière n'est pas de la forme. Donc, il s'ensuit que la lumière est nécessairement soit de la conscience, soit un composé. Bah oui, la lumière est de la conscience. Il est comme Alors, donne-moi la définition de conscience. Ce qui est lumineux et cognitif. Qui est clair. Clair et lumineux. Clair et... Il s'ensuit que si tu éteins une bougie, tu tues un individu. Oh, ça fait mal. C'est pour ça qu'il ne faut jamais souffler sur une bougie. D'accord. Donc, Éteindre un incendie. OK, très bien. Bon, c'est là, ça peut nous amener à ce type de débat. Ouais, c'est intéressant. Oui. OK, très bien. Donc, moi, j'ai répondu, j'accepte. OK, mais on pourrait continuer à débattre là-dessus, en effet. OK, il s'ensuit que le sujet tasse est un non-existant car elle est observée par une cognition valide. Alors, pas d'implication. L'implication est opposée. Il n'y a pas d'implication? L'implication est opposée. Ah, l'implication est opposée. Ouais. L'implication est opposée. Donc, en effet, vous n'avez pas tout à fait tort, Casimira et Benjamin, parce que si l'implication est opposée, il n'y a pas d'implication. Ouais. D'un certain point de vue, c'est logique de dire qu'il n'y a pas d'implication. Mais c'est encore plus raffiné, comme Marie-Gabrielle, de dire que l'implication est opposée. Ça veut dire que observer par une cognition valide implique nécessairement le fait d'être un existant. Ah bah oui. Oui, parce que là, ça c'est c'est... Oui. Okay. La définition. Ouais, ça joue pour vous? Oui. Ah, c'est magnifique. Donc là, c'est en effet, c'est Gale Cap, c'est une raison opposée. Très bien. Il s'ensuit que le sujet conscience est immatériel. Je n'ai pas mis lumière, j'aurais dû mettre ça. Conscience est immatériel car c'est une vérité ultime. Oui. Alors là, ça va pas non. mais Donc, on est toujours chez les Sotrantika. Hein. la raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. La conscience n'est pas impermanente. La conscience n'est pas une vérité ultime, n'est pas un phénomène spécifiquement caractérisé. Ah, mais on est chez les Sotrantika. Ouais. Ah ouais, ouais. On est chez les Sotrantika qui suivent le raisonnement. Ouais. Donc, il n'y a pas d'implication. Attends. Il n'y a pas d'implication. Qui dit j'accepte? Oui, j'accepte. Ah, Gina, tu acceptes. Ah, on va prendre ton point de vue. On est chez les Sotrantika. Mais non, parce que... Alors, attendez, on va essayer de débattre avec Gina. Je n'ai pas l'habitude, c'est la première fois. Mais parce qu'une conscience, elle est immatérielle. Attends, il faut que je te tire les verres du nez. Alors, on va faire en format du débat, ouais? OK, ouais. Très bien. Donc, Gina, il s'ensuit que, donc là, je vais répéter et tu vas répéter ta réponse. Il s'ensuit que le sujet conscience est immatériel car c'est une vérité ultime. Tu acceptes? Oui.
Ok. Il s'ensuit que si c'est une vérité ultime, c'est nécessairement immatériel. J'accepte. Ok. Il s'ensuit qu'une table est immatérielle parce que c'est une vérité ultime. Une table, non, elle n'est pas immatérielle. Ah, donc il y Voilà a. le piège. Donc ça veut dire que si c'est une vérité ultime, c'est pas nécessairement immatériel. Et non. Si c'est une vérité ultime, c'est immatériel. Ah bon? Non, on est chez les Sotrantica, c'est pour Ah ça. mince, On est c'est chez les... vrai. Oui, Ah. oui. C'est pour ça que je lui ai posé la La question vérité avant. ultime, c'est justement les impermanents. Voilà, exactement. Vérité ultime, pourquoi? Parce que c'est l'objet apparent d'une conscience ultime, une conscience non erronée, une perception directe. Ouais. Oui, Ok. Donc, j'accepte. vérité ultime égale impermanent. C'est-à-dire que tout ce qui est impermanent est nécessairement immatériel. Ah que non. Non. Par exemple, par exemple, Quelque chose dit immatériel que je dois dire? qu'est-ce qui serait une vérité ultime mais pas immatériel? Un pot, une table. Voilà, une table. D'accord, Ouais, une bien. table, oui. Donc, ça veut dire que là, en effet, conscience est une vérité ultime. Vous êtes d'accord? Oui, Et conscience est immatérielle. Vous êtes d'accord? d'accord, oui. Ok. Mais est-ce que le fait d'être une vérité ultime prouve le fait d'être immatériel? Non. Non, pas Il n'y a forcément. pas d'implication. Pas forcément. en fait. Il n'y a Pas pas d'implication, d'implication. ouais. Pas d'implication. Oui, bravo, 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 bravo. C'est magnifique. Est-ce qu'on a encore du temps? Est-ce qu'on a encore du temps? Oui, on va terminer la série de diapos. Ouais, ok. Donc là, on sera pile poil à l'heure. Ok. Et essentiel que le sujet, les deux, Bob et ses agrégats, sont des entités différentes car ils sont différents. Ouh. La raison n'est pas établie là. Alors, la raison n'est pas établie, donc on va prendre Marie. Marie, il s'ensuit que Bob et ses agrégats ne sont pas différents. Non, la raison est établie. Il n'y a pas d'implication. J'accepte. Ah, ils ne sont pas différents. Il s'ensuit que Bob et ses agrégats sont un. Il s'ensuit que les agrégats de Bob et Bob sont un. Non. Non, il n'y a que Bob. Mais si. Mais Bob ne peut pas. Bob. Il n'y a que Bob qui soit un avec Bob. Bob égale ses agrégats. Marie, oui. J'accepte. Donc, il s'ensuit que Bob et ses agrégats sont un, ils ne sont pas différents. J'accepte. Donc, il s'ensuit que Bob n'est pas un avec Bob, puisque c'est les agrégats de Bob qui sont un avec Bob. J'accepte que Bob est un avec Bob. Ah, donc il s'ensuit que Bob est un avec Bob. Ouais. Sauf si Bob n'est qu'une imputation. Il s'ensuit que Bob est un avec Bob? Oui, Bob est un avec Bob. Très bien. Il s'ensuit que les agrégats sont différents de Bob, puisqu'ils ne sont pas Bob. Puisqu'il n'y a que Bob qui soit un avec Bob. Il s'ensuit que les agrégats ne sont pas différents de Bob. Les agrégats ne sont pas différents de Bob, j'accepte. Ils ne sont pas différents de Bob. Donc, Il y a que Bob qui soit avec Bob, Mais Marie. si, mais ils sont des entités, les mêmes entités. Est-ce que la Bob est définition... imputé sur la base de ses agrégats, mais il n'est pas ses agrégats. Ouais. Oui, sur la base de ses... Il s'ensuit que tu ne connais pas la définition de différent. Différence, c'est phénomène divers. Il s'ensuit que agrégats de Bob et Bob ne sont pas des phénomènes divers, puisqu'ils sont un. Mais oui, ils sont un. Donc, ils ne pas peuvent des pas être des phénomènes divers. Donc, je maintiens que ils ne sont pas différents. Ce ne sont pas deux entités différentes. Est-ce que tu connais Parce que Bob n'est qu'une non, imputation. C'est l'objecteur. Que tu ne connais pas la différence entre entités différentes et différents. Alors, attendez. Non, c'est Bob et ses agrégats. Okay. Oui, parce qu'il ne peut pas y avoir Bob d'un côté puis ses agrégats de l'autre. De l'autre, parce que Bob n'est qu'une imputation. Bob, c'est pas le sujet. Attendez, vous êtes en train de partir dans tous les sens. Donc, c'est important, justement, c'est pour ça. Mais en effet, ce qu'a fait Marie-Gabrielle, c'est pas mal parce que chez les Tibétains, il faut comme ça. Il y a un objecteur qui parle, puis il y en a un qui le pousse, comme pour faire les momos. Il y en a un qui le pousse et qui va poser une autre question, etc., etc. Donc, ça peut arriver. Mais ça devient vite le boxon. Essayez de rester sur un argument à chaque fois pour essayer de s'y retrouver. Ouais? Très bien. OK. Donc, phénomène divers, la diversité. Est-ce que vous voyez tous que les deux phénomènes peuvent être divers en termes de sens et en termes de désignation? Voilà, en termes de mots. Oui. Ouais, très bien. Est-ce que donc ça veut dire que Bob et les agrégats de Bob ne sont pas différents en termes de désignation et ne sont pas différents en termes de sens? Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents. En termes de mots. Ça veut dire que c'est le même mot. Ça veut dire que Bob et les agrégats de Bob, c'est le même mot.
Non. Tu veux, voilà. Sur C'est le plan pas le même. sémantique, c'est pas pareil. C'est Bob pas le même et sens. agrégat de Bob, c'est pas les mêmes mots. Ouais. Oui, parle en mots. Donc, si c'est pas les mêmes mots, c'est différent. Oui. Même si ça veut dire la même chose. Voilà. Et Bob est singulier, les agrégats sont pluriels. Comment est-ce que ça peut être un? Ouais. Il y Oui. aura 5 Bob. Ok, donc il s'ensuit que Bob et ses agrégats sont différents. J'accepte. Ok. Là, on arrive déjà vers du raisonnable. Ok, est-ce que vous comprenez pourquoi Bob et ses agrégats sont différents? C'est en Parce que- termes de mots. Ouais, parce Ce sont qu'on des peut phénomènes faire. divers en termes Ouais. de sens et en termes de son, en termes de sens et en termes de termes, ouais, en termes de nom. Ouais, vous êtes d'accord? Eh bien, Oui. ok. Bravo. Donc la raison est établie. Oui, c'est. Oui. Il n'y a pas pas Exact. d'application. Mais il n'y a pas d'implication pour Marie-Gabrielle. Qui dit quoi? Qui dit la même chose? Qui dit autre chose? Est-ce que le fait d'être différent prouve le fait d'être des entités différentes? Non. Non. Non, exactement. Ouais, parce que Bob et ses agrégats, vous-même et vos agrégats, vous êtes une même entité, mais vous êtes différents. Vous êtes même contradictoires avec vos agrégats. Ah oui. C'est-à-dire que Classimila n'est pas ses agrégats, et les agrégats de Classimila ne sont pas Classimila. Ouais, ça veut dire qu'ils sont différents, mais n'ont pas de base commune. Donc ils sont contradictoires. Ils sont contradictoires, mais sont une même entité. C'est comme la table et sa couleur. La table et sa couleur sont contradictoires, sont différentes, et sont en plus contradictoires, et en plus, mais elles restent une même entité. Ouais. Ils apparaissent en même temps. Elles n'apparaissent pas séparément, ouais. Ça joue pour tout le monde? Oui. Ok. Bravo, c'est magnifique. Il est censé que le sujet leçon est impermanent car il existe. Ah, ça calme tout le monde. Non, il n'y a pas d'application. En fait. La raison est pas d'implication. Il n'y a pas d'application. Alors voilà, votre boulot en tant que défenseur, c'est de vérifier d'abord, est-ce que la raison est établie? Oui. Oui, Oui. la raison est établie. Ça, c'est le premier boulot. Une fois que vous avez fait ce boulot-là, c'est est-ce qu'il y a l'implication? Est-ce que la raison prouve le prédicat? Il n'y a pas d'implication. Est-ce que le fait d'exister prouve le fait d'être impermanent? Ben non. Oui. Non. Que les permanents font Non, parce qu'il y a des permanents qui Qui a dit oui? Qui a dit oui? Je me cache. Donc, si on disait, imaginons un antagoniste hypothétique qui prendrait ce point de vue-là, qui dirait, si ça existe, c'est nécessairement impermanent. Donc, on lui dirait, il s'ensuit que ton non-soi est impermanent. Il s'ensuit que les vraies sensations sont impermanentes, etc. Ok, très bien. Donc, en effet, pas d'implication. Ouais. C'est pas parce que ça existe que c'est nécessairement impermanent, parce qu'il y a les permanents. Ouais. Ok, ou alors on pourrait dire, il s'ensuit que un phénomène permanent n'est pas un phénomène. Ah, voilà, oui. Ouais. Donc, ça pourrait être une autre conséquence adressée à cette thèse. Ok, donc maintenant les Madhyamaka. Les Madhyamika, ok. Donc là, essayez de vous souvenir qu'on n'est plus sur le même niveau. Qui a étudié un petit peu le Madhyamaka? Un petit peu. Ouais. Pour qui c'est très loin? Non, ça va? D'accord. Ok, donc on va pouvoir débattre. Il s'ensuit que le sujet, la vacuité, existe ultimement car c'est une vérité ultime. C'est une vérité ultime. J'accepte. Ah, vous acceptez. Ah, non. Là, c'est l'implication opposée. L'implication est opposée parce qu'une vérité ultime n'a pas d'existence ultime. Ouais. Il n'y a pas d'implication. Ah oui, Oui, pas d'implication. Elle est pas d'implication. On peut dire pas d'implication ou l'implication est opposée, ouais. C'est-à-dire que le fait d'être une vérité ultime implique nécessairement le fait de ne pas exister ultimement, parce que rien n'existe ultimement. Rien n'existe. Ouais. Tout à fait. Ça joue pour tout le monde? Oui. Ah, donc pas d'implication ou l'implication est opposée, comme vous voulez. Ouais. Très bien. Il s'ensuit que le sujet, la vacuité, est une vérité conventionnelle car c'est un existant conventionnel. Non. Je dirais non. Alors non, dans le sens où la raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Donc, il s'ensuit que la vacuité n'est pas un existant conventionnel. J'accepte. J'accepte. La vacuité est un non-existant. J'accepte. La vacuité est un non-existant. L'absolu existe. Et Bob aussi existait tout à l'heure. Alors là, la vacuité conventionnellement, elle existe. Une vérité conventionnelle, non. C'est un existant conventionnel. La raison n'est pas établie. Ah, donc la vacuité, il s'ensuit que la vacuité n'est pas un existant conventionnel. La vacuité est un existant ultime.
J'accepte. Donc la vacuité est un non-existant. Il s'ensuit que la vacuité est un non-existant parce qu'il n'y a pas d'existence ultime. Ben voilà. Il n'y a pas d'existence ultime. Donc il n'y a que des existants conventionnels en fait. Que des Exact. existants conventionnels. Que ce soit une vérité ultime ou une vérité conventionnelle, c'est nécessairement un existant conventionnel, un existant nominal. Et puis il m'a fait le même coup avec le mot bois. Ben, il dit c'est un mot. Donc il n'y a pas d'implication. Oui, il n'y a pas d'implication. C'est pas parce que c'est un existant conventionnel que c'est une vérité conventionnelle, puisque parmi les existants conventionnels, parce que existant conventionnel et existant, c'est pareil pour les Prasangika, ou pour les Madhyamika. Et donc, si c'est un existant tout simplement, c'est pas nécessairement une vérité conventionnelle. La vacuité n'est pas un existant conventionnel. Donc, ça veut dire que c'est un existant ultime? C'est pas un existant. C'est pas un existant. Donc, la vacuité n'existe pas. Donc, oui, elle est vide aussi. La vacuité aussi est vacuité. Oui, mais le vide. Mais elle a été établie. Ça ne veut pas dire que c'est. Elle est vide d'existence ultime. Mais la vacuité de la vacuité existe quand même. Voilà, puisqu'elle est vide d'existence ultime, elle est nécessairement conventionnelle. C'est nécessairement un existant. Elle est vide de matière, mais pas. Mais elle est établie par une cognition valide. Et elle est vide d'existence ultime. Vide d'existence ultime établie par une cognition. On n'a que ces deux possibilités, soit un existant ultime, soit un existant conventionnel. Si on réfute l'existence ultime, on affirme nécessairement l'existence conventionnelle. Ouais. Ben oui. Donc la vacuité est dénuée d'existence ultime, donc elle n'existe que conventionnellement. Ça ne veut pas dire que ce soit une vérité conventionnelle, c'est une vérité. Oui. Ouais. Donc la réponse, c'est quoi? La raison n'est pas établie. Non, il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication. Pas d'implication. Ouais. Voilà, je crois que c'est la dernière ici. Il s'ensuit que le sujet, les deux vérités conventionnelles et vérités ultimes sont contradictoires car sont des entités différentes. J'accepte. Non, il n'y a pas d'implication. Mais il s'ensuit que le sujet des deux vérités conventionnelles et vérités ultimes sont contradictoires. Ça, c'est vrai. Mais oui, ça, c'est vrai. Tu peux être contradictoire et être de la même entité. Ouais. Ah, oui, Et ils peuvent être de même entité. Il n'y a pas d'implication. Pas d'implication. Il s'ensuit que la raison est établie. Il s'ensuit que ce sont des entités différentes, vérité conventionnelle et vérité ultime. Ah non, en plus la raison n'est pas établie. Oui, en plus. Oui. En plus. Ok. Ouais. Même entité. Elles sont nécessairement une même entité, ouais. La forme et le vide est forme. Il n'y a pas d'autre vacuité que la forme. Il n'y a pas de forme autre que la vacuité, ouais. C'est une même entité, c'est ça que ça veut dire, ouais. Bravo, c'est magnifique. Franchement, si vous regardez en arrière par rapport à toutes les semaines qu'on a faites ensemble, mais franchement, c'est sincère. Vous allez vous dire, mais c'est incroyable. C'est très, très utile. C'est vraiment très utile. Et après, vous pouvez l'appliquer, bien sûr, au Lamrim pour éliminer l'ignorance, pour le bien de tous les êtres. Et donc, c'est incroyablement porteur de mérite, tout ce qu'on a fait. Donc, on peut le dédier à la longue vie des grands maîtres comme ça, Santé Dalai Lama, pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres. Merci à tous du fond du cœur. Et on se voit la semaine prochaine. Ouais? Merci à toi. Merci. C'était super. Vous avez assuré. Merci. Et donc, bonne soirée. À la Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci Benjamin. À bientôt. Salut, à bientôt.